l'intervention des forces armées de Kiev à Koursk avait un caractère terroriste dès le départ. Ils sont venus sans honte tuer, violer et piller une population civile innocente, car c'est leur seule manière de démontrer leur puissance et leur impunité. Considérons qu'il est inacceptable que l'Occident monopolise les médias mainstream qui se contentent de relayer une propagande. We're being shelled. J'accuse le régime ukrainien d'avoir tenté de tuer une journaliste, d'avoir assassiné mes collègues, des journalistes morts. There was a young woman inside. The girl was raped and killed. How was she killed? A rifle shot to the back of the head. Why make them kneel? To humiliate them. Votre Excellence, chers collègues, bienvenue à ce télémost international, organisé conjointement par la délégation russe aux négociations de Vienne, sur la sécurité militaire et le contrôle des armements, et l'ambassadeur spécial du ministère russe des Affaires étrangères pour les crimes du régime de Kiev, Rodion Valerievitch Mirochnik. Grâce au soutien actif des ambassades russes et des représentations de Rossotrudnichestvo, 20 capitales mondiales de tous les continents nous ont rejoints aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Le thème de cet événement est la libération de la région de Koursk en Fédération de Russie. Ce sujet, d'une importance cruciale pour notre pays, résonne douloureusement dans le cœur de chaque citoyen russe. Ce n'est pas la première fois dans l'histoire que la région de Koursk devient un théâtre d'opérations militaires. Il y a plus de 80 ans, à l'été 1943, l'Allemagne hitlérienne, dans une tentative de vaincre l'armée rouge, y avait concentré une puissante force de frappe, déployant ses meilleures unités, y compris des divisions blindées SS. Ce fut un échec. L'issue désastreuse pour Hitler et les nazis de la bataille de l'Arc de Koursk est bien connue de tous. En août 2024, le régime de Kiev, suivant des schémas similaires, a également tenté sa chance. Pour une attaque terroriste contre la région de Koursk, des unités d'élite des forces armées ukrainiennes, équipées d'armes et de blindés occidentaux, ont été mobilisées. L'invasion a été préparée et exécutée avec l'aide de conseillers militaires étrangers. Cette agression a été présentée à l'opinion publique mondiale comme une opération visant à démontrer la capacité de combat de l'armée ukrainienne et à renforcer les positions de négociation de l'Ukraine. Cependant, le fardeau de l'invasion a pesé lourdement sur la population civile de la région de Koursk, contrainte de fuir ses foyers, de perdre contact avec ses proches et de subir pendant 8 mois d'occupation les atrocités et tortures infligées par les combattants ukrainiens. Il y a un peu plus d'un mois, le 26 avril, les forces armées de la Fédération de Russie ont achevé, au cours d'opérations militaires, la destruction du groupe ukrainien qui avait envahi la région de Koursk. Aujourd'hui, la propagande ukrainienne et occidentale tente de dissimuler les crimes du régime de Kiev en lançant une campagne mondiale de désinformation, justifiant, niant ou occultant les exactions commises par les forces armées ukrainiennes contre la population civile de notre pays. Malheureusement, ces actes restent ignorés par les organisations internationales, y compris l'ONU et l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Cet événement vise à combler ces lacunes. Chers participants, nous proposons de structurer l'événement ainsi. D'abord, la parole sera donnée aux principaux orateurs et aux habitants de la région de Koursk. Ensuite, une discussion sera ouverte, au cours de laquelle vous pourrez intervenir ou poser des questions à nos intervenants via la fonction de chat.
Pendant les interventions des orateurs et commentateurs, nous vous prions de garder votre caméra et votre micro désactivés. Je cède maintenant la parole à l'ambassadeur pour mission spéciale du ministère des Affaires étrangères de Russie, Rodion Valerievitch Mirochnik. De 2015 à 2022, il a représenté la République populaire de Lougansk au sein du sous-groupe politique du groupe de contact sur l'Ukraine, cherchant des solutions politico-diplomatiques pour une coexistence pacifique future entre le Donbass et l'Ukraine. Par la suite, il a été ambassadeur de la République populaire de Lougansk en Russie, puis après le début de l'opération militaire spéciale et l'intégration de la République à la Fédération de Russie, conseiller du ministre des Affaires étrangères. L'ambassadeur se rend régulièrement dans les régions de notre pays et c'est avec grand plaisir que nous lui donnons la parole aujourd'hui. Monsieur l'ambassadeur, nous vous écoutons. Merci beaucoup, Yulia Dmitrievna. Un grand merci à tous les collègues qui ont participé et qui participent activement à cet événement que nous avons préparé et que nous jugeons extrêmement important aujourd'hui. L'incursion terroriste ukrainienne sur le territoire de la région de Koursk a duré près de 9 mois. Les civils affectés à divers degrés peuvent être estimés à plus de 200 000 personnes. Durant cette période, plus de 155 000 civils ont été évacués des régions occupées par les combattants ukrainiens ou des zones dangereuses pour la population civile en raison des bombardements constants et des provocations des forces armées ukrainiennes. Le nombre de civils tués et blessés dans la région de Koursk reste à ce jour préliminaire. Au fur et à mesure des enquêtes, ces chiffres seront précisés, mais malheureusement pas à la baisse. Selon les données du ministère de la Santé, 1241 civils sont considérés comme physiquement blessés, dont un quart, soit 315 personnes, sont décédés. 926 habitants de la région de Koursk ont subi des blessures de gravité variable, dont 36 enfants mineurs. L'enquête officielle sur les crimes du régime ukrainien en est encore à ses débuts. Le travail des groupes d'enquête est freiné par le grand nombre de mines et de munitions non explosées laissées par les forces ukrainiennes sur le sol de Koursk. Selon les dernières données, plus de 440 000 munitions et obus non explosés ont été neutralisés lors des opérations de déminage. L'ampleur totale des dégâts causés par leurs actes ne sera déterminée qu'après le déminage et une inspection détaillée. Mais déjà, la liste des infrastructures à restaurer inclut 60 établissements de santé, 105 établissements scolaires, 73 sites culturels, 148 sites du patrimoine culturel et 76 temples. Pour mieux comprendre l'état actuel des territoires ravagés par les hordes ukrainiennes, je voudrais vous montrer des photographies prises lors de mes visites sur le territoire libéré de la région de Koursk. Voici le village de Pogrebki, district de Sudza, région de Koursk. Le village de Malaya Lopnia, également dans le district de Sudza, région de Koursk. Et voici les destructions dans la ville de Sudza elle-même. Il faut souligner d'emblée que l'incursion des forces armées de Kiev à Koursk avait un caractère terroriste dès le départ et visait à résoudre des objectifs strictement politiques du régime de Kiev. Rappelons que l'invasion a eu lieu sur fond de défaites successives des forces ukrainiennes dans le Donbass et juste avant les élections présidentielles aux États-Unis. Cette aventure à Koursk a été conçue comme une opération de relations publiques pour soutenir la candidate démocrate à la présidence des États-Unis, Kamala Harris. Les démocrates ont activement soutenu, financé et armé le régime de Kiev dirigé par Zelensky. Après l'invasion, Zelensky s'est rendu aux États-Unis où, avec les démocrates, il a visité une usine militaire, rencontré Kamala Harris et joué un rôle clé dans leurs scénarios électoraux. Il devait présenter les résultats des efforts des sponsors américains, obtenus par des méthodes terroristes. Les milliards dépensés devaient être justifiés. Le point d'entrée de l'incursion ukrainienne sur le territoire russe, le secteur de Sudza, n'a pas été choisi par hasard. C'est là que fonctionnait un important gazoduc acheminant quotidiennement 40 millions de mètres cubes de gaz naturel de la Russie vers l'Europe. À ce moment-là, l'accord de transit de gaz via l'Ukraine était encore en vigueur. En réalité, l'invasion s'est déroulée sous le couvert d'une infrastructure gazière internationale majeure dont l'endommagement risquait de provoquer de graves conséquences technologiques.
Un acte terroriste d'une telle ampleur, impliquant l'invasion de dizaines de milliers de combattants sur le territoire russe, n'aurait pu être préparé et exécuté sans le soutien des États occidentaux. Premièrement, les unités ukrainiennes envahissantes étaient équipées d'une grande quantité de matériel étranger récent. Les militaires faits prisonniers ont confirmé que beaucoup d'entre eux avaient suivi un entraînement spécial au Royaume-Uni et dans plusieurs autres pays européens. Deuxièmement, la planification et l'exécution de l'invasion ont bénéficié de renseignements et d'un soutien satellitaire. Il est établi que l'Ukraine ne possède aucun satellite capable de telles opérations. Troisièmement, le cœur diplomatique justifiant le terrorisme ukrainien, entonné immédiatement après l'invasion par les représentants des pays soutiens, a clairement démontré la coordination entre les sponsors et les exécutants de cet acte terroriste. Dès les premières heures de leur présence sur l'arc de Koursk, les combattants ukrainiens ont montré leur cruauté envers la population civile. Les unités ukrainiennes ayant pénétré jusqu'à la route Soudja-Koursk ont bloqué le passage des convois d'évacuation des civils cherchant à fuir la zone de combat. En août dernier, les bas-côtés de cette route, près des territoires contrôlés par les combattants ukrainiens, étaient jonchés de voitures détruites et criblées de balles, avec des cadavres à l'intérieur, laissés pendant des semaines sous la chaleur d'août de la région de Koursk. Les drones ukrainiens ont frappé non seulement les civils cherchant protection et aide, mais aussi ceux qui se précipitaient à leur secours. Les drones néo-nazis ont porté un coup mortel à une équipe d'ambulanciers se rendant à Soudza pour secourir des civils blessés. De tout le groupe médical, seule une jeune femme réanimatrice a survécu, grièvement blessée. En août dernier, les habitants de Koursk se sont divisés en deux groupes, ceux qui ont fui les territoires occupés par l'ennemi et ceux restés sous le contrôle des forces armées ukrainiennes. Selon le registre régional, environ 2300 civils sont restés dans les zones contrôlées par les combattants ukrainiens. Tous ont été témoins des exactions des néofascistes ukrainiens. Tous les bâtiments accessibles aux combattants ont été soumis à un pillage effréné. Après que les militaires ont emporté les objets de valeur, des caravanes entières de civils ukrainiens ont été amenées pour piller les villages dévastés, cherchant à s'emparer des biens d'autrui. Par la suite, les villages pillés ont été incendiés par rues entières, à l'aide de largages de drones avec des mélanges incendiaires, ou en mettant le feu aux bâtiments avec des lance-flammes portatifs. Les témoins vivants de ces événements sont très nombreux. Les combattants ont divisé le territoire occupé en zones dites exemplaires, où ils apportèrent de l'aide humanitaire en compagnie de journalistes occidentaux, transportés sur leurs blindés, et en zones de chaos, où il était permis de tuer, violer et brûler des maisons avec des gens vivants à l'intérieur. Soudza et certains de ses quartiers étaient considérés comme exemplaires. Les zones de chaos incluaient Plekovo, Malaya Lopnia, Pogrebki, Rouskoye Porechnoye, Tcherkasskoye Porechnoye et de nombreux autres villages du territoire occupé de la région de Koursk. Lorsque les troupes russes ont commencé à libérer la région de Koursk, les traces des atrocités des combattants ukrainiens ont été révélées les unes après les autres. Dans le village de Rouskoye Porechnoye, nos soldats ont découvert dans les caves de maisons de nombreux corps de civils portant des marques de torture, de violences sexuelles et de morts violentes. 8 femmes ont été violées, puis abattues d'une balle dans la tête. Les hommes et les vieillards ont été torturés et exécutés dans leurs propres maisons. Leurs corps ont ensuite été jetés dans les caves comme des sacs poubelles. Au total, nos enquêteurs ont retrouvé 22 cadavres sur place. Dans le village de Mokovka, district de Soudza, dans des maisons et sur les terrains adjacents, les enquêteurs ont découvert les corps de 9 civils présentant des signes de mort violente, la plupart abattus à bout portant. Dans le village de Tcherkasskoye Porechnoye, district de Soudza, les corps de 4 civils portant des marques de mort violente ont été trouvés dans l'église de l'Ascension de la Croix. Au plus tard, début février 2025, les militaires ukrainiens, repoussés par nos troupes, ont assassiné 2 civils dans le village de Malaya Lopnia, région de Koursk. À ce jour, pour les faits de meurtre, de blessures et de dommages matériels causés par les combattants ukrainiens, le comité d'enquête de Russie et ses unités ont ouvert plus de 480 affaires criminelles. 186 affaires ont été transmises aux tribunaux, dont 87 ont déjà été jugées.
162 combattants ukrainiens ont été condamnés. Le nombre exact de civils tués et torturés par les combattants ukrainiens ne pourra être établi qu'après la fin des enquêtes. Aujourd'hui, dans la plupart des lieux occupés, nous trouvons des dizaines de tombes dans les cours où reposent des habitants locaux n'ayant pas vécu jusqu'à leur libération. À Plekovo, sur environ 50 habitants restants, moins de 20 ont survécu jusqu'à la libération. À Soudza, dans un quartier, des habitants locaux se sont regroupés pour former une équipe dite funéraire qui s'est chargée d'enterrer les personnes isolées, privées de nourriture, de chaleur et de soins médicaux, étranglées ou abattues par les combattants ukrainiens. Dans un seul quartier d'environ 100 personnes, cette équipe a enterré un tiers d'entre elles, soit 34 personnes. Nous avons aujourd'hui en ligne des personnes qui ont vécu cet enfer. Je pense qu'au cours de notre événement, nous écouterons leurs témoignages et récits sur ce qu'ils ont enduré pendant ces 9 longs mois où les combattants ukrainiens contrôlaient la région de Koursk. Parmi les crimes commis par l'Ukraine sur le sol de Koursk, les plus graves incluent les meurtres, les sévices, les violences sexuelles, le pillage, la détention forcée, l'obstruction à l'évacuation, les frappes intentionnelles et la destruction de logements et d'infrastructures civiles. Aujourd'hui, nos autorités judiciaires détiennent des dizaines de combattants ayant commis des crimes à Koursk. La plupart affirment qu'on ne leur a pas seulement omis d'expliquer les normes du droit humanitaire international ou interdit de s'en prendre aux civils, mais qu'on leur a directement ordonné « va tuer un civil, tue un Russe, tue quiconque croise ton chemin, tue si tu vois en lui le moindre danger ». C'est cela le nazisme. C'est la déshumanisation d'un groupe humain, une atteinte au minimum à leur droit à la vie. Sur la question de la détention forcée, nous y reviendrons. Mais parmi les cas marquants, sur les 2300 personnes portées disparues, 576 restent introuvables. Leur sort demeure incertain. Même après la libération de la région de Koursk, les agressions néo-nazis n'ont pas cessé. Dans la nuit de samedi à dimanche dernier, un attentat terroriste a eu lieu dans le district de Zheleznogorsk, faisant dérailler un train civil. Outre un pont endommagé et une voie ferrée détruite, 3 membres de l'équipe du train ont été blessés. Simultanément, un pont a été détruit dans la région de Bryansk, faisant plus de 100 blessés civils et 7 morts. Ces actes visaient à faire pression sur les négociateurs russes devant se rendre à Istanbul pour des pourparlers avec la délégation ukrainienne. En conclusion, l'aventure de Koursk du régime de Kiev est un acte terroriste inhumain, commis avec un mépris total des normes du droit humanitaire international. Ils sont venus sans honte tuer, violer et piller une population civile innocente, car c'est leur seule manière de démontrer leur puissance et leur impunité. L'invasion de Koursk est une décision politique prise par les dirigeants de Kiev et soutenue par leurs sponsors. L'absence de réaction claire de l'Occident face à ces crimes montre leur approche. Le monstre qu'ils ont créé opère hors des règles et peut commettre n'importe quel crime pour atteindre ses objectifs. Les crimes des forces ukrainiennes à Koursk, ainsi que ceux des dirigeants politiques de Kiev, doivent recevoir une évaluation juridique internationale équitable et les coupables doivent être punis. Ce sera non seulement un triomphe de la justice, mais aussi une mesure de l'engagement de la communauté internationale envers les normes civilisées du droit humanitaire international. Merci pour votre attention. Merci pour votre intervention, Monsieur l'ambassadeur. Chers collègues, le Bureau du défenseur des droits humains de la Fédération de Russie participe aujourd'hui à notre télémost. Sergueï Romanovitch Fouto, adjoint au chef du bureau et responsable des projets spéciaux, présentera un rapport. Il supervise les questions liées aux droits des participants à l'opération militaire spéciale et de leurs familles, notamment l'aide à localiser les militaires, leur retour de captivité et le retour humanitaire des civils sur leur terre natale pour réunir les familles. Sergueï Romanovitch, la parole est à vous. Merci. Cher Rodion Valerievitch, chère Yulia Dmitrievna, chers participants, bonjour. Comme l'a dit Rodion Valerievitch, l'aventure de Koursk est hors du cadre légal et des normes du droit international. Dès l'invasion de la région par les forces ukrainiennes et l'occupation d'un vaste territoire, notre institut s'est activement engagé. Nous avons fourni une aide humanitaire, visité les personnes déplacées,
plus de 2000 au départ, évacués vers des zones sûres de Koursk et des régions voisines. Nous avons visité les centres d'accueil temporaires, échangé avec les gens, organisé des audiences. Mais surtout, dès le 6 août, nous avons reçu des appels de proches de personnes portées disparues. Certains civils ont été exécutés par les nationalistes ukrainiens. Lors des tentatives d'évacuation, d'autres ont été déportés de force en Ukraine. C'est à leur sujet que nous avons reçu des appels. Nos représentants ont rejoint un groupe de travail créé sous la direction du gouverneur par intérim de Koursk pour rechercher les disparus. Nous restons en contact constant avec les proches des disparus. Chaque appel a été traité avec pour objectif non seulement de ramener les personnes déportées de force, mais aussi d'apporter une aide concrète. Plus d'1 millier d'habitants de Koursk nous ont contactés initialement. Chaque processus de recherche ou d'échange était unique. En l'absence de Tatiana Nikolaevna, je tiens à souligner son approche exceptionnelle, via une diplomatie des droits humains, pour organiser le retour des civils déportés de Koursk vers Soumy et d'autres régions d'Ukraine. Grâce à son travail, 32 civils de Koursk déportés de force ont retrouvé leur foyer et leur famille. Ce processus complexe et tendu s'est déroulé en plusieurs étapes. Le premier retour a eu lieu le 22 novembre avec 48 civils rapatriés. Les premiers signalements de déportation nous sont parvenus en octobre. Nous avons travaillé sur chaque cas, en collaboration étroite avec le Comité international de la Croix-Rouge, notamment sa délégation régionale en Russie et Biélorussie, dirigée par Boris Michel, avec des contacts quotidiens. Ce travail a donné des résultats. Cette mission ne s'est pas limitée à nos efforts. D'autres services, en coordination avec la Croix-Rouge, la Biélorussie, l'administration présidentielle, le ministère de la Défense, le FSB, le ministère des Affaires étrangères, la garde frontière, la Croix-Rouge russe et le gouverneur de Koursk, Alexei Mikhaïlitch, ont contribué à ces résultats. Lors du premier retour, des informations sont venues d'Ukraine, où des civils déportés ont pu nous indiquer leur localisation par téléphone. Ces informations ont permis de localiser certains déportés. Avec le Comité international de la Croix-Rouge et le ministère de la Défense, des échanges ont été organisés. Nous avons sollicité le haut-commissaire des Nations Unies aux droits humains, Puterku, pour accélérer le rapatriement des citoyens russes. Lors du premier retour, 48 personnes, dont 12 enfants, un nouveau-né, un enfant de moins de 3 ans et un handicapé en fauteuil roulant, ont été rapatriés. Chaque échange concernait des personnes âgées ou des enfants, des civils captifs. Le second retour, en mars 2025, a permis de rapatrier 33 habitants de Koursk, majoritairement âgés, dont une femme de 90 ans et 4 enfants, 3 filles et un garçon de moins de 10 ans. Des handicapés en fauteuil roulant nécessitaient un accompagnement spécialisé. Un accompagnement spécial, incluant des ambulances, a été organisé. Chaque échange exigeait un travail minutieux. Grâce à Tatiana Nikolaevna et à la coopération avec l'ombudsman ukrainien Dmytro Yabintsov, nous avons obtenu ces résultats. En mars, 33 personnes ont été rapatriées et en mai, 25 autres. Le dernier échange a permis de ramener 20 habitants de Koursk. 6 civils, des hommes traités comme des militaires, ont été libérés dans le cadre d'échanges de prisonniers. Au total, 132 personnes ont été rapatriées. 34 personnes restent localisées. 27 à Soumy, 7 chez des proches, les autres ailleurs en Ukraine. Nous poursuivons ce travail dans l'espoir de les ramener bientôt. Les crimes ukrainiens contre les civils restent un fait indéniable. Les rapatriés nous ont décrit leur traitement. 6 hommes civils ont rapporté des tortures et des actes causant des souffrances morales et physiques. Ils ont subi malnutrition, interrogatoires incessants et multiples déplacements en Ukraine. L'un d'eux a été grièvement blessé. Ces actes montrent que le régime ukrainien n'hésite pas à commettre des crimes contre les civils. Nous documentons ces crimes pour constituer des preuves en collaboration avec le Tribunal public international sur les crimes des néo-nazis ukrainiens, créé en 2022 sous la direction de Sergueï Rybov. Plusieurs rapports ont été publiés, notamment sur le massacre de Felidovo et les atrocités à Koursk. Un nouveau rapport est en cours. Les habitants de Koursk témoigneront aujourd'hui des actes inhumains du régime de Kiev. Sur la base des plaintes reçues et des échanges avec les victimes, nous documentons ces crimes pour le tribunal public international, considérant les exécutions à Koursk comme des violations graves.
Outre le pillage et les exécutions mentionnées par Rodion Valerievitch, il y a la destruction de maisons, monastères, églises et jardins d'enfants. La déportation forcée des habitants de Koursk montre que les néo-nazis ukrainiens emploient des méthodes fascistes condamnées à Nuremberg. Un second procès de Nuremberg aura lieu. Notre tâche actuelle est de ramener les civils restants et de retrouver les près de 800 disparus mentionnés par Rodion Valerievitch. Merci pour votre attention. Cher Sergueï Romanovitch, merci pour votre intervention et d'avoir trouvé du temps dans votre emploi du temps chargé pour notre télémost. Vos analyses sont précieuses pour nos invités internationaux. Je propose maintenant de nous rendre dans la région de Koursk et de donner la parole aux civils qui ont affronté les exactions des forces armées ukrainiennes. Nous accueillons Nikolai Ivanovitch Kozlov, témoin des crimes des formations armées ukrainiennes à Plekovo, district de Soudza, région de Koursk. Cher Nikolai Ivanovitch, bonjour. Bonjour. Vous êtes avec nous, nous vous voyons et vous donnons la parole. Ma femme est peu mobile. Nous n'avons pas pu évacuer. Le 9 août, ils sont arrivés et ont commencé à occuper le village. Le lendemain, il y a eu une purge. Nous pensions qu'ils allaient nous éliminer, mais ils nous ont laissés en vie. Dès le 10 août, le pillage a commencé. Ils forçaient les garages, les maisons verrouillées. Chez nous, ils n'ont rien pris. Mais ailleurs, tout était retourné. Ils volaient des vélos, des appareils électroménagers et même les toilettes de qualité. Au début, les premiers arrivés parlaient normalement aux civils sans nous faire de mal. Mais à partir du 22 ou 23 août, les incendies ont commencé. Ils brûlaient des rues entières. À partir du 24 août, notre rue Doumnovka a entièrement brûlé. Dès le 2 septembre, le centre et notre rue ont été incendiés. Tout a flambé. Pour ne pas brûler, ma femme et moi nous sommes réfugiés au bout du jardin, dans les buissons, pendant 3 jours à partir du 12 septembre. Les matins étaient très froids. Le 15 septembre, craignant de tomber malade, nous sommes rentrés chez nous, prêts à mourir. Vers 11 heures, ils sont revenus pour une nouvelle purge. Ils m'ont fait m'allonger par terre, ma femme, souffrant des jambes, est restée assise. Ils ont appelé leur supérieur par radio, demandant quoi faire de nous. On entendait tout. Leur chef a répondu, « À votre discrétion. » 3 jeunes et 2 plus âgés étaient là. Les 2 âgés nous ont épargnés, convainquant les autres. C'étaient des prisonniers apparemment. Ils nous ont gardés 5 jours dans un sous-sol, la nuit seulement. Le jour, on était dans une remise. Ils nous interdisaient de sortir sous l'auvent, craignant les drones. Une nuit, vers 4 heures, le 20 ou 21 septembre, un blindé est venu et ils ont très vite quitté les lieux. Nous pensions qu'ils allaient lancer une grenade dans le sous-sol, mais non, ils sont partis sans rien faire. Le 22, des voisins d'une rue brûlée nous ont rejoints. Le 23, nous sommes allés rue Koutor, isolés, avec 3 maisons habitées et 7 vides. Nous vivions dans ces maisons vides, allant chercher de l'eau, rencontrant des connaissances. Les soldats ukrainiens passaient parfois, mais ne nous touchaient pas. Nous savions où aller. Ainsi, nous avons tenu jusqu'en décembre. Le 5 décembre, nos forces ont lancé une offensive. Le 7, en allant chercher de l'eau, un puits miné a explosé. Nous étions 3, tous blessés aux jambes. J'ai rampé sur 1 kilomètre jusqu'à une maison. Un autre a atteint un voisin. Ce voisin a entendu des tirs, a attendu 7 minutes, puis a trouvé son ami abattu. 4 autres personnes allant à un autre puits ont été exécutées sur place. 2 hommes et 2 femmes. Du 7 au 13 décembre, nous sommes restés blessés. Le 13,
Nos militaires et le MCHS nous ont évacués. Le 14, j'étais à l'hôpital de Koursk. 6 autres survivants, 9 au total, ont été placés en centre d'accueil. Nous avons subi des bombardements, les maisons tremblaient, les fenêtres éclataient. Nous les couvrions de bâches. C'était très dur, surtout au début, terrifiant. Puis on s'est habitué aux bombardements, disant « advienne que pourra ». Les explosions faisaient voler les fenêtres, mais nous avons survécu. Merci beaucoup pour votre attention. Nikolai Ivanovitch, merci d'avoir partagé votre terrible expérience. Cela glace le sang. Recevez notre soutien et nos vœux de bonne santé. Chers collègues, nous donnons la parole à Elena Ivanovna Jadnova, responsable du conseil rural de Porechnoye, district de Sudza, région de Koursk. Bonjour, je suis Elena Ivanovna Jadnova, responsable du conseil rural de Porechnoye. Dès les premiers jours de l'invasion ukrainienne, mes localités, Khutorsk, Ivashkovsky, Pravda, village Tcherkasskoye-Porechnoye, Rouskoye-Porechnoye, Kositsa, Kirevka, Bakhtinka et Leontievka ont été occupés. 92 personnes sont restées sur place. Dans le premier mois, 10 ont miraculeusement échappé. La plupart étaient des personnes âgées, refusant de quitter leur maison, disant « C'est notre terre, nous restons ». Les survivants ont décrit des horreurs. Des attaques de drones FPV tuaient des familles entières. Un homme a été tué, sa femme, voulant récupérer ses restes, était surveillée, empêchée de bouger. Elle a réussi à les mettre dans une brouette, mais 2 jours plus tard, un drone l'a tuée. Les soldats ukrainiens limitèrent les déplacements, interdisant l'accès aux puits d'eau. Les drones FPV menaçaient constamment. Après octobre, aucun survivant n'est sorti. Jusqu'à la libération en mars 2025 de Rouskoye et Tcherkasskoye-Porechnoye, sur 81 restants après les 10 évadés, 48 sont confirmés morts. 24 sont portés disparus, sans trace. Les corps exhumés montrent des traces de torture, marques de taser, fractures ouvertes des membres, cages thoraciques brisées. Ils lançaient des grenades dans les sous-sols. Des hommes se sacrifiaient pour protéger leurs proches. Mais les soldats lançaient d'autres grenades et achevaient les blessés. Les femmes ont subi des violences. À Rouskoye-Porechnoye, aucun habitant n'a survécu. C'est terrifiant. La pensée de ce qu'ils ont enduré serre la gorge. Aucun ennemi ne mérite cela. Les proches des victimes, tuées chez elles, exigent une justice implacable. Ils tirèrent dans le dos. Une femme née en 1941, abattue de 2 balles dans le dos. À qui tiriez-vous? Que pouvait faire cette grand-mère, née et morte dans son village? D'une manière si atroce, nous voulons que cela ne se reproduise jamais. Nous pleurons les disparus dont le sort est inconnu. Nous espérons trouver des survivants, mais aucune maison n'est intacte. Les habitations ont été incendiées ciblément par des drones FPV. Nos villages sont rayés de la carte. Voir sa maison détruite est déchirant, juste parce que quelqu'un l'a décidé, sans raison. C'est terrifiant. Au XXIe siècle, voir des civils innocents, des vieux et des femmes mourir ainsi est inacceptable. Merci. Merci, Elena Ivanovna. La tragédie de Rouskoye-Porechnoye est dénoncée par nos diplomates à l'OSCE avec l'équipe d'Alexandre Kazimiovitch Loukachevitch, représentant permanent de la Russie. La semaine dernière, lors d'une session plénière avec 57 États, nous avons présenté ces crimes documentés, demandant à la délégation ukrainienne était-ce spontané ou ordonné par Kiev? Leur silence est éloquent. Nous continuerons à poser ces questions. Maintenant, la parole est à Elena Anatolievna Drugan, habitante du district de Sudza, région de Koursk. Bonjour, je suis Elena Anatolievna Drugova du village de Novaya Ivanovka, district de Sudza. Les militaires ukrainiens sont arrivés le 6 août. Pendant 2 mois, ils ne nous ont pas touchés. Ils nous ont demandé de nous regrouper au centre du village pour une éventuelle évacuation. Le 10 octobre, une bombe, peut-être un FAB, a détruit nos maisons. Mon père, paralysé, sa compagne Olga et moi vivions ensemble.
Avec le froid et la pluie, nous avons trouvé un autre logement. Le 18 octobre à 13 h, avec Olga, nous sommes allés chercher des pommes de terre et libérer nos chiens. À 200 mètres du conseil villageois, des militaires nous ont visés. J'ai reçu une balle dans le dos, au bras. J'ai crié à Olga, « Il nous tue !» Elle s'est cachée dans un jardin, moi dans la rue, mais ils m'ont ciblé aux jambes et aux bras. Des gens m'ont secouru, les soldats riaient. Le même jour, ils ont abattu un homme dans un sous-sol en face qui demandait « Que voulez-vous » Ils ont lancé une grenade, lui arrachant les jambes. 2 femmes, une en fauteuil roulant et une vieille dame, sont restées 2 jours avec son corps. La femme handicapée a rampé pour demander de l'aide. Le 21, nous étions 7 dans une maison, mon père dans une autre. Olga allait le nourrir et changer ses couches, puis me panser. Le 21, nos militaires sont arrivés. Olga n'a pas pu rejoindre mon père à cause des forces ukrainiennes. À 1 h du matin, un tank et un drone, Baba Yaga, ont attaqué, gazant et incendiant les maisons. Ils savaient que nous, 7 civils, étions là. Les maisons brûlaient, explosaient. J'étais blessé, incapable de bouger. Nos soldats m'ont évacué sous les tirs de mortiers et de tanks jusqu'à un sous-sol voisin. Mon père a brûlé dans sa maison. Pendant 2 mois, je n'ai pas pu être évacué, gisant avec des jambes et bras brisés. Les drones FPV empêchaient l'évacuation des civils. Sur plus de 40 personnes, il restait une vingtaine. Les autres ont été tués, par drone ou brûlés. Le 19 décembre, nous, les 2 derniers, avons été évacués. Les précédents ont été touchés par des éclats, explosés ou laissés sur place. Merci pour votre attention. Elena Anatolievna, merci d'avoir partagé votre histoire. Chers compatriotes, merci. Vos témoignages sont extrêmement précieux pour tous les invités de notre événement d'aujourd'hui. Nous nous rendons maintenant à Moscou pour la partie politico-militaire de notre événement. Je passe la parole à Ivan Pavlovitch Konovalov, expert militaire et auteur d'ouvrages sur les conflits armés contemporains et le développement des forces armées russes. Il nous parlera de l'utilisation d'armes de l'OTAN et de l'Union européenne lors de l'invasion de la région de Koursk, ainsi que du processus de déminage. Ivan Pavlovitch, à vous. Bonjour. Tout d'abord, je tiens à remercier chaleureusement les organisateurs de ce forum. Il est crucial d'en parler et de travailler dans cette direction. Je rejoins Rodion Valerievitch. Cette incursion terroriste dans la région de Koursk était avant tout une opération de relations publiques pour Zelensky et son entourage, visant à démontrer des succès militaires aux sponsors occidentaux. Cependant, d'un point de vue militaire, l'objectif était aussi de modifier la situation sur le théâtre des opérations. En août 2024, l'Ukraine avait perdu l'initiative face à la pression des forces russes sur les fronts de Donetsk, Kupiansk, Zaporojie et Kherson. L'état-major ukrainien espérait que la Russie transférerait des unités importantes de ses fronts vers Koursk, mais cela n'a pas eu lieu. Les forces russes ont utilisé une unité spéciale pour repousser ces bandits de notre territoire souverain. Malheureusement, les néo-nazis ukrainiens ont capturé environ 1000 km² et 90 localités de Koursk au début de leur attaque. Les civils étaient les premières cibles. Drones FPV, mitrailleuses lourdes et canons de char ont été utilisés contre les non-combattants. Des centaines de personnes sont mortes et le bilan reste à établir. Des maisons ont été détruites, des infrastructures civiles endommagées, dont le monastère masculin Saint-Nicolas de Belogorie. Plus de 120 000 personnes sont devenues des réfugiés. Cette opération, probablement coordonnée avec des superviseurs britanniques, visait aussi à capturer la centrale nucléaire de Koursk et la ville de Kourtchatov, ainsi qu'à attaquer Koursk, ce qui aurait causé une catastrophe écologique et humanitaire en Europe. Les méthodes des combattants ukrainiens rappellent celles des nazis de la Seconde Guerre mondiale, comme l'ont témoigné les habitants de Koursk. Concernant la participation étrangère, des données de renseignement ont été fournies, l'Ukraine n'ayant pas de satellite propre. Les équipements utilisés incluaient des véhicules Bradley, Stryker, Marder, des tanks AMX français, des BMP suédoises CV-90, des blindés Max Pro, Cougar,
Humvee américain, Shield italien et Rochelle Senator canadien. Depuis le territoire ukrainien, l'opération était soutenue par des systèmes de roquettes HIMARS, MLRS et des canons M777 surnommés 3H. Cela viole les principes de l'OSCE sur le transfert d'armes classiques, les documents de 2000 sur les armes légères et le traité international sur le commerce des armes. Les pays fournisseurs devront répondre de ces actes. Des mercenaires étrangers, comme ceux de Forward Observation Group, ont participé se vantant avec des photos signées The Boys from Kursk. Le 8 mars, après une longue préparation pour minimiser les pertes, nos forces ont lancé l'opération Potok pour contrer cette incursion. 600 de nos combattants ont avancé via le gazoduc Ouregnoi Pomari Oujgorod, un symbole historique reliant l'URSS à l'Europe. Les unités ukrainiennes prises par surprise ont été écrasées et leur défaite a été totale fin avril. Cette aventure a coûté à l'Ukraine 76 000 militaires tués ou blessés, 400 chars, plus de 600 véhicules blindés, 2000 autres blindés, 15 systèmes HIMARS et 7 MLRS, des équipements coûteux dont les fournisseurs devraient réfléchir. Les Ukrainiens ont laissé des champs de mines, y compris antipersonnel de type OTAN, des pièges et des munitions non explosées, dangereuses pour les civils revenant chez eux. Les pays occidentaux, signataires de la Convention sur les munitions à sous-munitions et de la Convention d'Ottawa, portent une responsabilité. Actuellement, le déminage se poursuit. Plus de 443 000 objets explosifs ont été neutralisés, 42 000 hectares de terrain, 770 km de route et 11 000 bâtiments ont été sécurisés. Ce travail continue. Merci pour votre attention. Cher Ivan Pavlovitch, merci beaucoup pour vos analyses politico-militaires concernant l'invasion des forces armées ukrainiennes dans la région de Koursk, menée avec le soutien total de l'Occident. Vous avez mentionné aujourd'hui les efforts de la Fédération de Russie pour le déminage des territoires dans la région de Koursk. Et je souhaiterais montrer à nos estimés invités. Nous avons reçu récemment un témoignage de la région de Koursk prouvant l'utilisation de mines antipersonnelles allemandes sur notre sol. Nous continuerons à présenter ces preuves, y compris sur la plateforme du Forum de l'OSCE pour la coopération en matière de sécurité. Chers collègues, chers amis, je voudrais maintenant passer la parole à Olga Kiri. Olga est une documentariste militaire russe pour RT-Doc, autrice de films documentaires sur l'opération spéciale et journaliste émérite d'Ossétie du Sud. Actuellement, Olga travaille sur des documentaires concernant la région de Koursk. Nous lui passons la parole avec plaisir. Je vous en prie. Bonjour, chers collègues. Bonjour, mesdames et messieurs. Oui, je suis journaliste, reporter avec 25 ans d'expérience dans les zones de conflit. J'ai vu beaucoup de choses dans ma vie, mais ce que j'ai vu dans la région de Koursk, je ne peux pas dire que cela puisse être comparé à quoi que ce soit, sauf peut-être à l'attentat de Beslan, à peu près au même niveau. Ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu là-bas fait littéralement glacer le sang. Nous sommes arrivés dans le district de Sudja, région de Koursk, environ 10 jours après sa libération, marchant sur les traces encore fraîches, documentant les crimes des occupants ukrainiens sur le sol de Koursk. Nous avons réalisé notre film qui, lors du montage, a trouvé son titre. Nous l'avons appelé « J'accuse le fascisme ». C'est un film, un travail très fort de notre part. Et j'aimerais vraiment que ce film devienne une sorte de dénonciation des actions des nazis ukrainiens qui ont pratiquement reproduit ce qui s'est passé sur notre terre russe, sur le sol russe, pendant la Grande Guerre patriotique. Je vous demande maintenant de lancer l'introduction. Voici la première vidéo de notre film. Regardez, s'il vous plaît.
When I saw an American tank rolling down my street, I nearly fainted. I knew then that this was war. We had orders from the company commander, no civilians in the village. Our squad leader thought it meant to kill them. The gun was positioned. Here's my house, and here's the next one. That's where they set it up. And at 3 a.m., they'd start firing. I walked in, and they grabbed me by the throat and held me at gunpoint. A mercenary even shoved his rifle into my side, ready to shoot me. He said, if it were up to me, I'd shoot every single one of you. The girl was raped, forced to her knees, killed. Yes. The squad leader threw a grenade into the basement of them. Russian Ivan! Hey, Russian Ivan, how's life? Good schnapps. Et là, ils ont dit « Ivan le Russe, Ivan le Russe ». Malheureusement, il n'y a pas longtemps, nous avons appris que les combattants ukrainiens ont cruellement et sauvagement exécuté cet habitant de Gogolevka. Il a été retrouvé assassiné dans sa propre maison. Comme il a été dit justement, sous l'occupation du régime ukrainien, environ 1300 personnes sont restées, toutes dans des conditions effroyables. C'étaient les plus vulnérables. Des personnes âgées, des handicapés non mobiles. Et quand nous parlions avec les survivants, j'avais envie de m'agenouiller devant chacun d'eux, car ces personnes faibles ont fait preuve d'une force d'esprit incroyable. D'une résilience extraordinaire. On a envie de s'incliner devant tous ceux qui ont survécu. Mais malheureusement, tous n'ont pas survécu. Des choses terribles se sont produites. En particulier, nous avons appris ce qui s'est passé dans le village de Rusko-Poreshnoe, où presque personne n'a survécu. L'opération d'évacuation des civils s'est transformée en une opération d'exhumation de corps. Pendant le tournage de notre film, nous avons parlé avec un prisonnier des forces armées ukrainiennes, un nazi nommé Fabrizenko, qui s'est malencontreusement retrouvé près de nos combattants. Il est actuellement sous enquête, accusé de crimes très graves. Il nous a raconté, en nous regardant dans les yeux, ce que lui et ses complices ont fait dans le village de Rusko-Poreshnoe. Je veux que vous écoutiez. Inutile de commenter. Lancez l'extrait de l'interview, s'il vous plaît. Which village did you go to first? Ruskaya Poreshnoe. We had orders from the company commander. No civilians in the village. Our squad leader thought it meant to kill them. On the 29th, around 5 o'clock, we entered the village. In the first house, there was a young woman inside. The girl was raped and killed. How many participated in the rape? Yes, all 4. How was she killed? A rifle shot to the back of the head made her kneel first. Moth ordered me to do it, to kill the girl. So you did? Yes, I did it because the squad leader gave me the rifle and gave the order. No hesitation? Did it feel normal? In that moment, yes. Why rape her? Was that an order too? That was the squad leader's initiative. Later that day, in the second house, we found 2 men and a woman. Killed the men, raped the woman, and took her jewelry. All bodies were removed afterwards. How was the woman executed? Same. Forced to her knees and executed. Why make them kneel? To humiliate them. After the first raid, my comrades started celebrating. Celebrating what? What they'd done.
So they threw a party for the murders. The squad leader took drugs too. What kind? Heroin. Les nazis ukrainiens se sont installés dans les maisons des habitants locaux. Pour ceux qui vivaient à côté, c'était particulièrement dur. Nous avons travaillé dans le village de Martinovka et l'histoire de Tatiana Sergeyevna Vaskova, 75 ans, est devenue tristement célèbre. Cette femme âgée est morte chez elle d'une mort terrible et douloureuse. Elle tenait un journal, devenu un symbole, comme le journal de Tania Savicheva pendant le blocus de Leningrad. Elle y racontait sa vie, sa mort, les souffrances qu'elle a endurées. À côté vivaient des soldats ukrainiens. Elle a survécu à un hiver rigoureux, mais n'a pas vécu assez longtemps pour voir la libération. Nous avons rencontré sa fille, pour qui elle écrivait ce journal. Nous avons vu les conditions cauchemardesques dans lesquelles elle vivait. Nous sommes entrés dans sa maison. Ce que je peux dire, c'est que c'est aussi une accusation. Son journal a été transmis à un musée. J'espère que tout ce qu'elle y a écrit parviendra à la communauté internationale. Veuillez lancer cette vidéo, un extrait de notre film, et écouter l'histoire de Tatiana Vaskova. 77-year-old Tatiana Vaskova died in her home during the occupation. She kept a diary found by Russian soldiers during clearing of Martinovka. A thermometer lay on the table, old photographs, notes to her daughter Yelena describing life under occupation without food, water, and electricity. This is the house. She was that kind of person, didn't leave. She stayed, lived, survived through the winter. No heating, no light, no nothing in this cold. She wrote about how she slept under the bed, wrote daily to her children, asking for forgiveness, describing the cold nights. Today's October 30, 6 degrees inside. It's warmer outside, but I can't go out. It gets colder every day. I live like in one man's cell. It's my house, but there's no gas, no water, no light. It's windy and cold. I think I'd rather have died quickly than suffer like this. People die once. I didn't live a great life, but I lived 77 years. Today's November 4, a holiday. It's cold, but there was snow and frost. I lost a lot of weight. I'm wearing a shirt, warm nightgown, 3 flannel robes, 2 warm sweaters, 3 vests. How? How could you even heat this house? All the windows shattered, wind blows across it, not a single window intact. The woman just froze to death. The icons are intact. À quoi ressemblait Soudja après ces événements et après sa libération? C'était une énorme quantité de matériel de l'OTAN dans les rues, des maisons et des appartements piégés, des uniformes de l'OTAN. Les soldats ukrainiens tentèrent de se changer pour enfiler des vêtements civils afin de quitter la ville. Des brigades d'évacuation civile opérèrent dans la ville car il fallait évacuer les habitants ayant survécu à l'occupation. La situation à Soudja était extrêmement dangereuse. Des drones survolaient très constamment la ville, l'artillerie était active. Les combattants ukrainiens ripostaient et cherchaient à causer d'énormes dégâts à ceux qui restaient encore à Soudja. Les habitants se plaignaient beaucoup, notamment des méthodes particulièrement sadiques des mercenaires étrangers. Ils dénonçaient surtout les agissements des mercenaires polonais. Je vais maintenant demander de lancer une vidéo montrant comment fonctionnaient les brigades d'évacuation, à quoi ressemblait Soudja et le nombre impressionnant de drones survolant la ville. Dans de telles conditions, des gens travaillaient pour évacuer les personnes âgées et les handicapés. Veuillez lancer la vidéo. There are some wrecked NATO vehicles. The closest one is a Kirpi in semi-decent shape. Let's go.
Come on. Here, our forces destroyed a Ukrainian mechanized column. Kirpis are European-made, though. I can't recall whose production. And this one's a Kozak, made in Ukraine. Evacuation. This is Sudzha today. Drones overhead. Walking here is not safe. We're only given a few minutes. From our Bukhanka van, we dash to search sites for survivors. The evacuation team's priority is to extract the living. There are countless civilian bodies here, yet they say the living must come first. Is there anyone here? Anyone? Can't find anyone. No one's left. Maybe they've all been evacuated already. Is there anyone here? Anyone? As you can see, there's a sign saying this place is taken, and there are mattresses in the basement. Likely Ukrainians were billeted here. They leave such markings on fences. Look, NATO fatigues. Probably fled in a hurry, changed into civvies. That's NATO gear. And there's a grenade. Best let the lads handle it. They'll defuse it. We won't touch it. Right now, our job is to help civilians. Is that a drone? That sound. That hum. Is there a drone? Pour que tout le monde comprenne, Sloboda, Goncharovka, c'est terrible. La banlieue de Soudja. De Soudja à Goncharovka, il y a un pont que les combattants ukrainiens ont fait sauter en se repliant. Le pont s'est effondré en forme de V. Nous l'avons traversé avec notre véhicule. Mais pour évacuer une famille avec un grand-père en fauteuil roulant et une grand-mère alitée qu'on ne pouvait pas asseoir, il a fallu la porter à la main. L'équipe d'évacuation l'a transportée sur une civière. C'était impossible de faire vite. Tout le monde sait qu'on ne peut pas courir dans ces conditions. Tout s'est déroulé très lentement et bien sûr, les drones ukrainiens nous surveillaient, ce qui a fini par entraîner un bombardement. Pour atteindre le point d'évacuation, il fallait traverser ce pont en forme de V. Évidemment, transporter les personnes âgées dans cet état en véhicule était impossible. Alors, notre fourgon s'est arrêté avant le pont. D'abord, ils ont porté la grand-mère sur une civière à travers le pont. Ils ont transporté la grand-mère sur la civière à travers le pont, puis à pied à travers la rivière. Au moment où l'équipe d'évacuation portait la grand-mère sur le pont, puis la déposait au sol dans la rue après l'avoir descendue, un bombardement a commencé. Il visait précisément l'endroit où la grand-mère avait été déposée. Heureusement, les personnes âgées n'ont pas été blessées. À ce moment-là, je suis restée sur le pont pour filmer les conséquences. Les voitures brûlées, le pont détruit. En tant que journaliste, j'étais seule sur le pont. J'avais des écussons presse partout et sur mon casque aussi, il y avait l'inscription presse. À ce moment-là, un bombardement ciblé a commencé. Mon intuition, forgée par mon expérience dans le Donbass, m'a dit qu'il fallait quitter cet endroit sur le pont, car c'était une cible évidente. Si je n'avais pas pris la décision de quitter le pont précipitamment, en 10 secondes, j'ai sauvé ma vie. Ces 10 secondes ont fait la différence. Je voudrais demander de diffuser la vidéo qui constitue une preuve évidente des crimes du régime ukrainien, s'il vous plaît. To evacuate these civilians, we must once again cross the destroyed bridge. Attempting this river crossing with 2 disabled passengers, one in a wheelchair, the other on a stretcher, borders on the impossible. They didn't strike here, they were waiting for us specifically. The destroyed bridge is up ahead.
Alexei and Alexander choose to cross the bridge on foot, carrying the elderly one by one. What they don't yet know is that Ukrainian forces have been tracking their every move through a reconnaissance drone's camera all this time, while artillery crews were already adjusting their sights. The retreating Ukrainian troops blew up this bridge. We're crossing the river after the stretcher team. Cameraman's ahead, I'm behind. Oh, guys. It's easy to fall into the river here. Help's coming right away. Anyone who's able. See? 46th region. A local man said that he'd help, that people needed to be evacuated. That's how the Kursk region... Is that... We're being shelled. I recognize the whiz from Donbass. The soldiers there told me, if you can hear it, then it missed you. The impact lands near the bridge, where the woman was taken. I glance at the soldiers. They shout, ordering to hit the ground. The soldiers' faces are deadly serious. One runs for cover. Second hit. Black smoke rises right where you just walked. Then you realize you're alone on the bridge. Press patch on, a bright target for the Nazis. You run to the soldiers for cover and safety. Those little 20 seconds save your life. Je demande que cette vidéo soit considérée comme une preuve des crimes du régime ukrainien, une tentative de meurtre contre des civils. Je suis prête à fournir cette vidéo à tous les acteurs intéressés concernés, ainsi qu'au pays pour une expertise. On y voit clairement les points de tir. J'accuse le régime ukrainien d'avoir tenté de tuer une journaliste, d'avoir assassiné mes collègues, des journalistes morts. Je lance un appel à tous les journalistes du monde, ceux qui sont de vrais journalistes, avec un grand J, pour qui le mot journalisme n'est pas vide de sens. Venez ici. Nous vous apporterons toute l'aide possible pour montrer la vérité. Si vous voulez voir et entendre la vérité, vous êtes les bienvenus. Nous ferons tout pour que cette vérité parvienne à tous les habitants de la planète. Je demande aux journalistes sérieux, à mes vrais collègues, peut-être connectés en ce moment avec nous, de venir. Nous vous aiderons. Je sais que les criminels qui ont donné ces ordres, leurs exécutants, leurs noms sont connus. Nous disposons d'une liste que nous pouvons fournir. Je demande à toute la communauté mondiale internationale de s'impliquer dans ce que fait la Russie aujourd'hui, pour que le monde entier sache les crimes du régime nazi ukrainien. J'espère qu'ils recevront tous leur châtiment. Il faut un tribunal où ils devront comparaître devant une cour internationale. Collègues, j'ai fini. Merci de votre attention. Merci beaucoup, chers collègues. Je voudrais maintenant passer la parole à nos principaux intervenants afin de répondre aux questions posées. Rodion Valerievitch, peut-être pourriez-vous commencer? Oui, merci, Elisaveta Dmitrievna.
Un grand merci à tous les collègues, sans exception, sur tous les continents, qui ont participé aujourd'hui à notre événement et ont soulevé des questions aussi importantes. Je vais essayer d'y répondre de manière concise. Si possible, mes collègues me soutiendront peut-être et développeront ces idées. En ce qui concerne la manière de contrer ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine et de s'attaquer aux causes profondes, en réponse à la question de nos collègues arméniens, je dois dire qu'il faut comprendre clairement des choses simples. Le conflit en Ukraine a été provoqué. Il se prolonge aux dépens d'autrui. Environ 80 à 90% des armements sont fournis de l'extérieur. Le soutien politique, pardonnez mon langage, est assuré par les États occidentaux, comme l'a mentionné Alexandre Kazimirovitch, ces 50 pays qui permettent aujourd'hui la poursuite du conflit en Ukraine. Ces rangs s'amenuisent, ce qui nous donne beaucoup d'espoir. Mais la principale façon d'arrêter le conflit et d'empêcher qu'il ne dégénère en une troisième guerre mondiale est de cesser de résoudre ses propres problèmes de sécurité aux dépens d'autres États, en déstabilisant l'atmosphère et en menant des actions militaires sur le territoire ukrainien, utilisées comme un tremplin pour tenter d'affaiblir la Russie. C'est là la racine du mal, la cause principale. C'est pourquoi la Russie a récemment déclaré, à Istanbul, sa stratégie, expliquant comment bloquer l'expansion de la guerre depuis l'Ukraine. Pas à pas, je vous renvoie tous à ce document, déjà publié et activement discuté, élaboré par la partie russe, qui propose un règlement systémique du conflit en Ukraine. En soutenant ce document au sein de la communauté internationale, on peut limiter les risques d'une troisième guerre mondiale. Concernant les collègues, notamment ceux de Berlin, qui manifestent un vif intérêt pour l'obtention de tels matériaux. À mon grand regret, il n'existe pas encore de ressources centralisées où nous regrouperions nos photos et vidéos. Mais mon service, au sein du ministère des Affaires étrangères, ainsi que nos collègues qui travaillent à l'OSCE, disposent de chaînes Telegram par lesquelles certaines informations sont diffusées. Nos collègues de RT, et un immense merci à Olga Kiri, ont, grâce à ces vidéos tournées personnellement dans la région de Koursk, ouvert les yeux de nombreuses personnes sur la réalité de la situation. J'y étais moi-même, mais il est impossible de transmettre cela par des mots. Seul le talent de nos documentaristes et parfois leurs sacrifices permettent de le faire. Un grand merci à elle pour cela. Olga Kiri et mon service, en tant qu'ambassadeur chargé des crimes du régime de Kiev, sommes prêts à partager avec les documentaristes et journalistes intéressés par ce sujet. Tout ce que nous avons de disponible, nous le partagerons, photos, vidéos, données textuelles vérifiées. Nous sommes ouverts à la coopération. L'idée de créer une telle ressource me semble constructive. Nous y travaillerons et viserons à réaliser ce type de projet. Mais cela demandera des efforts et du temps. Les questions soulevées, liées à l'extension de la situation en Afrique, comme l'a mentionné notre collègue, dont je crois de France, je dois tirer une conclusion générale. En Europe et dans d'autres États, il faut être pleinement conscient que l'Ukraine est un État toxique. C'est un territoire où l'on trouve aujourd'hui presque tout le spectre des crimes internationaux punissables, du trafic de drogue à la transplantation illégale, en passant par le commerce d'armes, la diffusion d'informations influençant l'agenda interne d'autres États, et ainsi de suite. On pourrait en parler longtemps. Notre collègue a mentionné que cela se produit maintenant sur le continent africain. Oui, l'Ukraine est toxique. Elle répand ses miasmes sur les territoires voisins, d'autres États et d'autres points chauds.
Sous le couvert de certains États occidentaux, ou plutôt de leurs services spéciaux, se déroule une prolifération illégale d'armements. Ainsi, d'énormes quantités d'armes envoyées en Ukraine réapparaissent et continueront malheureusement à apparaître dans d'autres points chauds, exacerbant la résistance et le degré de conflit militaire. Tous les esprits sensés doivent comprendre que l'Ukraine est aujourd'hui un portail de propagation de cette infection militaire. En unissant les efforts des autres pays, on peut bloquer la prolifération des armements, des technologies militaires, du terrorisme et des approches visant à attiser et prolonger les conflits. Merci beaucoup pour ces questions formulées. Nous soutenons pleinement vos réflexions et vous remercions pour votre engagement actif dans cet événement. Nous espérons que vous reflèterez cela dans votre travail qui vise à dénoncer ces crimes. Merci. Rodion Valerievitch, pourriez-vous, s'il vous plaît, commenter les aspects mentionnés par notre estimé invité dans ces questions aujourd'hui? Oui, tout à fait. Merci beaucoup pour la parole. Je vais essayer d'exprimer mon opinion de manière concise sur les questions soulevées. Nous soutenons pleinement la compréhension de nos collègues sur d'autres continents qui réalisent que l'Occident falsifie les données liées à l'opération militaire spéciale, à la situation dans les zones proches du front et les territoires frontaliers. Vous l'avez vu clairement lors de cet événement qui a précisément été organisé dans ce but. Nous saluons les initiatives visant à créer un réseau de canaux alternatifs pour diffuser l'information et considérons qu'il est inacceptable que l'Occident monopolise les médias mainstream qui se contentent de relayer une propagande. C'est inadmissible. Par conséquent, nous sommes tous confrontés à la nécessité d'actions parallèles pour contourner ces barrières, alors que l'Occident tente de modeler la situation et d'imposer son point de vue en nourrissant les gens d'un fourrage informationnel. La question est de savoir comment travailler avec les pays de l'OTAN. Je me permets de suggérer que cela passe par ceux qui sont prêts à nous écouter. Aujourd'hui, les pays d'Afrique, d'Asie du Sud, d'Amérique latine, c'est-à-dire les États de la majorité mondiale, suivent attentivement les événements. Si ces points de vue deviennent dominants dans la plupart des États, l'Occident, pardonnez-moi, n'aura pas d'autre choix. L'essentiel est de transmettre l'information à ceux qui sont prêts à l'entendre et à la recevoir. Concernant les citoyens de Biélorussie, je n'ai malheureusement pas d'informations sur les victimes ou les blessés parmi eux. Je tiens à souligner, à mon grand regret, que les chiffres que nous avons présentés aujourd'hui ne sont qu'indicatifs pour le moment. Nous vous avons montré des photos qui, personnellement, me donnent la chair de poule. Des tombes dans des jardins, des cours, où des gens ont été enterrés. Nous n'avons pas encore de preuves claires sur les causes de leur mort. Beaucoup de personnes ont péri. Nous avons mentionné que dans certains villages, moins de la moitié des habitants ont survécu jusqu'à la libération. Le comité d'enquête et la direction principale des enquêtes militaires ont encore un travail colossal à accomplir pour collecter ces données, exhumer les corps, établir les causes des décès et identifier les victimes. Pour l'instant, je ne peux ni confirmer ni infirmer la présence de citoyens biélorusses parmi les victimes. Concernant la zone de sécurité, c'est une question relevant de la compétence du ministère de la Défense. Toutefois, en me référant aux documents et accords précédemment examinés, comme les accords de Minsk, le deuxième point de ces accords décrivait les zones de désengagement. Pour éviter les tirs d'artillerie, il faut un désengagement d'au moins 40 km.
C'est la norme actuelle. L'artillerie, principalement de calibre OTAN, est l'arme principale qui frappe nos villes et fait souffrir nos civils. Les drones FPV opèrent dans ces mêmes paramètres. Par exemple, dans le district de Sudja, il est extrêmement difficile de mener des travaux de reconstruction ou des enquêtes, car la zone est constamment sous les bombardements et les attaques de drones. Pour établir une zone tampon, il faut des dizaines de kilomètres, en fonction de la volonté de l'Ukraine de continuer à frapper des territoires où se trouvent des civils et des infrastructures civiles. Une question concernant les représentants de l'Ukraine. Quelles pourraient être les options de réconciliation? C'est très simple. Récemment, la Russie a présenté à Istanbul un document décrivant notre vision d'un règlement systémique du conflit en Ukraine. Ce document détaille un ensemble d'étapes et d'actions. Je ne vois pas l'intérêt de le paraphraser car il est facile à trouver en ligne. Il prévoit des mesures progressives liées à la démilitarisation des territoires, à la légalisation de leur gestion et à des actions ultérieures garantissant le statut non aligné de l'Ukraine. Tout cela y est décrit en détail. Notre objectif est que l'Ukraine ne représente plus une menace. Cela peut être atteint par la démilitarisation, la dénazification, un statut non aligné et l'union des volontés d'autres États pour que l'Ukraine cesse d'être une zone de bain de sang et une source de menaces, non seulement pour la Russie, mais pour tous les États voisins, voire au-delà. Nous avons déjà parlé de l'Afrique aujourd'hui. Merci beaucoup. Maintenant, je voudrais passer à un résumé complet de notre événement d'aujourd'hui. Votre Excellence, chers collègues, il semble que la principale menace à la sécurité provienne aujourd'hui des forces qui cherchent à entraver les processus objectifs de multipolarité, les percevant comme un défi à leur domination mondiale. Elles refusent de céder sans combat les avantages politiques, financiers et commerciaux qu'elles se sont appropriés depuis l'époque coloniale et qu'elles tentent désormais de préserver par des méthodes néocoloniales sous le slogan d'un ordre mondial basé sur des règles. Le coup d'État anticonstitutionnel à Kiev en 2014, la guerre contre la population civile du Donbass, le sabotage des mesures de Minsk, puis des négociations à Istanbul en 2022, tout cela forme une seule chaîne d'événements. De même, l'invasion de la région de Koursk par les forces armées ukrainiennes, préparée par l'Occident, visait à briser le moral de notre peuple, à infliger d'abord un choc psychologique, puis une défaite stratégique tangible sur le terrain. Mais ces tentatives ont été déjouées par l'armée russe, qui a combattu côte à côte avec les soldats de la RPDC. Comme mentionné aujourd'hui, notre président a exprimé sa sincère gratitude aux unités de l'armée de la RPDC. Dans cette salle virtuelle, de nombreux représentants des pays du Sud global et de l'Est global sont présents. La voix de ces pays se fait de plus en plus forte lorsqu'il s'agit de discuter et de résoudre les problèmes clés les plus pressants du monde contemporain. Ce fait reflète un véritable changement tectonique survenu et qui se poursuit dans la politique internationale ces dernières années. Il s'agit avant tout de l'accélération des processus de formation d'un ordre mondial multipolaire et de la redistribution de l'équilibre des forces en faveur de nouveaux centres de développement sur le continent eurasiatique, en Afrique et en Amérique latine. Nous remercions tous les médiateurs internationaux pour leur engagement dans le règlement du conflit en Ukraine. Nous savons que nous avons des alliés qui comprennent la position de la Russie sur l'Ukraine et partent de la nécessité d'éliminer les causes profondes du conflit.
Aujourd'hui, nous avons pu constater que l'invasion de la région de Koursk par les forces ukrainiennes a donné une nouvelle dimension au conflit. Auparavant, Kiev exploitait l'image de victime sur la scène internationale, mais l'attaque contre les civils de Koursk a définitivement démasqué ce mensonge. Des faits de torture, de bombardements indiscriminés, de pillage et d'entraves à l'évacuation de la population civile ont été documentés. Aujourd'hui, l'ambassadeur pour les missions spéciales du ministère des Affaires étrangères de Russie, Rodion Valerievitch Mirochnik, et la correspondante de guerre de RT Doc, Olga Kiri, nous en ont parlé en détail. Nous rendons hommage à la mémoire des habitants de Koursk qui, dès les premiers jours de la tragédie, n'ont pas fléchi et ont défendu leur terre, souvent au prix de leur vie. C'est avec un profond regret que nous constatons que les structures internationales ne s'intéressent pas à rendre public ni à évaluer objectivement ces actions de Kiev qui peuvent être qualifiées de crimes de guerre. D'autant plus qu'elles sont commises avec la complaisance totale des États occidentaux, dont les armes de standard OTAN et européens continuent d'être utilisées contre la population civile de Koursk, en violation des régimes internationaux de contrôle des exportations. Dans ces conditions, les autorités judiciaires russes mènent une enquête approfondie sur tous les crimes commis par les combattants des forces armées ukrainiennes et les mercenaires étrangers. Les responsables seront identifiés, traduits en justice et punis avec toute la rigueur de la loi. Dans le contexte du blocus informationnel imposé par l'Occident contre la Russie, il est crucial que les victimes des exactions des formations armées ukrainiennes puissent dénoncer publiquement ce que le régime de Kiev perpètre depuis plus de 10 ans. Aujourd'hui, nous leur avons offert cette opportunité et nous sommes sincèrement reconnaissants aux habitants de Koursk d'avoir été avec nous. Il est regrettable que les portes des organisations internationales leur restent fermées. On leur refuse catégoriquement le droit de parole, notamment au forum de l'OSCE pour la coopération en matière de sécurité, comme notre délégation l'a constaté. De son côté, la diplomatie russe continuera de porter à l'attention des structures et plateformes internationales les preuves des crimes commis par les formations armées ukrainiennes, en particulier contre la population civile. Actuellement, en collaboration avec le ministère de la Défense, le ministère des Situations d'urgence et le ministère du Développement économique de la Russie, l'administration de la région de Koursk déploie des efforts énergiques pour restaurer la zone frontalière de Koursk. Comme nous l'a montré aujourd'hui l'expert militaire Ivan Pavlovitch Konovalov, la complexité de la région de Koursk réside dans l'ampleur des territoires minés. Un travail colossal est en cours dans ce domaine. Par ailleurs, une tâche humanitaire cruciale reste le retour de nos concitoyens de Koursk, illégalement déplacés par les formations armées ukrainiennes pendant l'invasion. Cette question est actuellement prise en charge par le Bureau du défenseur des droits de l'homme de la Fédération de Russie. Nous exprimons notre sincère gratitude à Sergueï Romanovitch Fourto pour son intervention. Au nom de la délégation de la Fédération de Russie, je remercie chaleureusement tous nos invités pour leur intérêt envers ce sujet complexe abordé aujourd'hui. Merci aux intervenants pour leurs informations variées, ainsi qu'aux traducteurs pour leur soutien linguistique. Un merci particulier à Rodion Valerievitch Mirochnik pour sa co-organisation. Nous remercions également nos représentations russes à Ankara, Astana, Brasilia, Belgrade, Berlin, Bishkek, Washington, Genève, New Delhi, Douchanbé, Erevan, Caracas, Le Caire, Minsk, Paris, Phnom Penh, Pretoria, Tashkent et Hanoï pour leurs efforts de co-organisation. Chers collègues, sur ce, notre téléconférence est déclarée close. Merci pour votre participation et tous mes vœux de succès. Merci.